séance est ouverte. Mesdames et messieurs les ambassadeurs, monsieur le chancelier de l'Institut de France, messieurs les secrétaires perpétuels de l'Académie des sciences, monsieur le secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences morales et politiques, chers consoeurs, chers confrères, monsieur le maire de Deauville, et mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs les présidents, directeurs administrateurs, professeurs et conservateurs, mesdames et messieurs en vos titres et qualités, et, chers amis, je vous souhaite la bienvenue au Palais de l'Institut de France. Je donne, sans plus attendre, la parole à notre secrétaire perpétuel, Laurent Petit-Girard, de la section de composition musicale de notre Académie, pour la lecture de l'ordre du jour de la présente séance. Merci, Monsieur le Président, cher vice-président, Mesdames et Messieurs. Mais en cours de la séance plénière de ce mercredi 4 février, Madame Valérie Belin, que nous avons élue le mercredi 24 janvier 2024, sera officiellement installée comme membre de la section de photographie de notre compagnie. Le protecteur de l'Académie, Monsieur le Président de la République, avait approuvé cette élection par un décret en date du 20 juin 2024. Emmanuel Macron ne pouvait pas assister à cette séance, mais nous a demandé d'adresser ses plus vives et sincères félicitations et celles de son épouse, Madame Brigitte Macron, à Valérie Belin. Alors, je dois vous dire, chère Valérie, que si j'avais eu des confrères secrétaires perpétuels des sciences qui auraient été des gentils personnages, je me serais jeté à leurs pieds de façon à ce que nous puissions faire notre séance hier mardi. Mais je sais que ce sont deux féroces gardiens de l'orthodoxie. Je plaisante un peu, mais c'est dommage parce que si on avait fait la séance mardi, on l'aurait fait le jour de votre anniversaire, ce qui aurait été tout de même une première, reconnaissez. Le jour de vos 30 ans, on aurait fait ça. Non, ne riez pas, le secrétaire perpétuel a le droit d'estimer l'âge de tous les académiciens et académiciennes. C'est dans ses règles, et c'est comme ça. Donc, chère Valérie, permettez-moi, néanmoins, avec un jour de retard, de vous souhaiter un magnifique anniversaire. Reconnaissez qu'il n'y a pas un gâteau qui ferait la part à côté de ça. C'est quand même assez formidable de remercier tous vos amis et admirateurs, admiratrices si nombreux qui sont ici et de vous souhaiter un magnifique et joyeux anniversaire. Je vous remercie, Monsieur le Président. Eh bien, merci, Monsieur le secrétaire perpétuel. Vous avez choisi, chère Valérie, notre consoeur Nina Childress, de la section de peinture de notre Académie, pour vous recevoir officiellement sous cette coupole. C'est donc elle que j'appelle tout d'abord à rejoindre la tribune. Chère consoeur, chère Nina, vous avez la parole. Mesdames, Messieurs, chères consoeurs, chers confrères, chère Valérie Belin, avoir la possibilité de présenter votre parcours est pour moi un honneur. Cela me permet aussi de rattraper notre premier rendez-vous manqué. Vous souvenez-vous, Valérie, de l'exposition Circulus, imaginée en 2023 par Colette Barbier à la galerie Papillon, où nous exposions ensemble pour la première fois. Le thème était la figure du clown. Je me réjouissais de faire votre connaissance le soir du vernissage, et vous n'avez pu arriver qu'au dîner. Nous étions placés dos à dos, sans se voir, et n'avons pas été présentés. Trop timides l'une comme l'autre, c'en est resté là. J'avais juste eu la sensation de votre présence discrète et le souvenir de votre grande photographie où le modèle grimé avait quasiment la même expression que ma Sylvie Lettresse, belle, boudeuse, rêveuse. C'est ce qu'on appelle la photographie plasticienne, une photo qui tient le mur aussi bien qu'un tableau. C'est pourquoi j'aime et admire votre œuvre, dont je vais essayer d'expliquer la genèse et le développement. Vous restez bien mystérieuse sur vos origines, que vous qualifiez de banales, la bourgeoisie de l'Ouest parisien. Il y a bien un grand-père paternel fantasque, peintre du dimanche, caricaturiste. Voyez ce petit croquis de vous, enfant. Il est peut-être aussi un peu devin, ce grand-père, puisqu'il a anticipé ce que nous vivons en ce moment par un dessin de l'Institut. Il y a aussi un grand-père maternel, cinéaste amateur, qui vous met en scène dans un défilé de mode en Super 8. Une bonne initiation au travail avec des mannequins, n'est-ce pas? Votre père, Patrick,
employé dans une entreprise américaine pour l'industrie, était très doué de ses mains. Il aurait rêvé de faire l'école Boulle, fabriquant un violon qui sonnait comme un vrai. Pardon. Votre mère, Soisic, ingénieure, s'arrête de travailler pour élever ses 3 enfants. Votre frère Xavier deviendra médecin et Claire, votre sœur, sera vidéaste. Cette enfance, dans une banlieue proche de la campagne, vous rend assez autonome. Forêt, piscine, vélo, bientôt autostop. Vous avez envie d'air et d'aventure. C'est au lycée, à la Selle Saint-Cloud, qu'une professeure de français va, grâce à la littérature, ouvrir votre horizon et vous sauver de l'ennui scolaire. Cette section A7, art plastique, vous oblige à créer. Je donnerais cher pour avoir sous les yeux votre version abstraite du Sermon des Horaces. En voici une d'aujourd'hui, pixelisée, encore un rendez-vous manqué. Nous nous sommes loupés de peu à la Selle Saint-Cloud, puisque j'ai quitté cette ville après la classe de 4e. Enfin, vous avez 18 ans, bac et permis en poche et entrée à l'école des Beaux-Arts de Versailles. Ça commence par un grand choc. La découverte de l'art minimal, conceptuel et même baroque, grâce à la transmission de Bernard Borgeaud, professeur de culture générale. Le voici parlant devant une de ses œuvres. J'essaye d'articuler des énergies entre ce qu'il y a à l'extérieur de mon corps et à l'intérieur de mon corps. Et c'est ça que j'essaye d'une certaine manière de représenter ou de projeter plutôt sur la surface que je peins. C'est aussi le tout premier contact avec la photographie. Vous n'avez pas oublié la remarque paternaliste d'un intervenant jugeant vos photographies de traces sur les murs. C'est bien ça. C'est pas un travail de femme, ça. Au lieu de vous décourager, cela affirme votre désir. Intrépide, vous entrez par effraction dans le désert de Retz pour y faire des croquis. Au bout de 2 ans, vous quittez Versailles pour l'École nationale à Bourges, où Georges Guillepin, professeur de photo passionné d'ésotérisme, évalue vos clichés à l'aide de son pendule. Ces encouragements et vos premières photographies de sources lumineuses, influencées par l'art minimal, vous permettent d'obtenir le DNSCP avec les félicitations du jury. Pour gagner du temps, avant de vous lancer, vous achevez vos études à la Sorbonne par un DEA en philosophie de l'art, obtenu en 1 an, lui aussi avec les félicitations. Le titre de votre mémoire est de bon augure pour votre œuvre à venir. Art minimal ou artefact d'un réel en perdition. Pour l'instant, vous développez vos films dans votre salle de bain et dépassez rarement le stade de la planche contact. Le papier Ilford coûte cher. Vous enchaînez les petits boulots. Professeur d'histoire de l'art dans une école privée, agent à la NPE, laborantine, photographe documentaliste pour la RATP et cerise sur le gâteau, maquettiste à OK Magazine et Salut les copains. Ouais. Vos premières séries voient le jour. Vitrine prise depuis la rue, aquarium de la Porte Dorée, avion qui décolle. Robe de mariée. En 1991, à même pas 30 ans, vous devenez professeur de photo aux Beaux-Arts de Tours. Cette relative stabilité, ainsi qu'une bourse d'aide à la création, vous permet enfin de faire vos premiers tirages. Agnès de Gouvion-Saint-Cyr vous recommande à quelques galeries, ce qui aboutit à une exposition solo chez Alain Gutarc en 1994. Ces clichés de reflets, transparence, lumière d'objets en verre plongent le spectateur dans un espace incertain d'ondes et de vibrations. Alfred Pacman fait acheter des œuvres pour la collection du FNAC et tout s'enchaîne très vite. C'est l'explosion de la photographie plasticienne et vous vous retrouvez, Valérie, plongée dans la découverte de l'histoire passée et présente de la photographie avec une préférence pour des grands photographes comme Walker Evans et, Eugène Adjet. Vous vous sentez proche de la culture américaine et de son cinéma sans avoir mis les pieds aux États-Unis. Il va falloir attendre un peu, car en 1996, vous devenez maman. 3 semaines après,
Louise vous accompagne pour sa première séance de prise de vue dans les réserves du musée de la dentelle de Calais, où vous photographiez des robes anciennes dans leur boîte de conservation. Il y avait bien eu auparavant des photographies de robes de mariée créées par Fabien Durand et photographiées vides sur le sol de votre atelier. Mais ici, on assiste au retour, par allusion, du corps, sujet relativement tabou dans l'art des années 1990. Va ensuite démarrer une collaboration avec la galerie Xipas qui durera une dizaine d'années et les premières séries emblématiques de votre travail. Parcourons-les dans l'ordre chronologique. Les miroirs de Venise, où vous continuez vos explorations sur les objets réfléchissants. Vos fleurs, noires, à contre-jour, sont comme des plantes mutantes, aussi inquiétantes que les carcasses de la série des viandes, pour laquelle vous avez risqué votre santé à Rungis, enfermé dans un frigo à moins 14 degrés par des bouchers moqueurs ou sadiques en pleine crise de la vache folle. Vous n'avez peur de rien, arpentant les casses automobiles à la recherche de l'épave parfaite, que vous photographiez du dessus, créant des tableaux quasi abstraits inquiétants, à la violence sourde. Il faut de la poigne pour travailler sous les commentaires des mécaniciens décrivant, pour vous déstabiliser, les accidents qui ont causé ces épaves. Ces deux dernières séries aboutissent à celle emblématique des bodybuilders. Ce sera un tournant et un long processus de recherche. Vous avez découvert ce motif par hasard via un magazine acheté lors d'un voyage. Vos premières tentatives de contacter directement les athlètes n'aboutissent pas. Et c'est via un organisme de compétition que vous faites vos premiers clichés. Vous troquez des photos qu'ils pourront utiliser pour leur book contre du temps de pause pour vous. Il faut isoler les modèles devant un fond blanc et les éclairer correctement. Votre travail, qui était centré sur le cadrage et le développement, va nécessiter une logistique plus lourde. Mais quel résultat! Il est grisant de constater que les viandes et les voitures se transforment en un être humain, car ce sont les premiers visages que vous photographiez, posés sur ces corps extraordinaires. Les visages suivants seront d'un autre genre, des femmes marocaines, coincées dans leur robe de mariée. Cela a été possible grâce à votre persévérance, dans un périple rocambolesque et risqué, où les négafas, ces femmes qui apprêtent les futures épouses selon la tradition, n'ont pas le plus beau rôle. Une bourse à la Villa Médicis, hors les murs, vous envoie avec votre petite famille pour 4 mois à New York. Enfin, les États-Unis tant fantasmés. Mais nous sommes 15 jours après les attentats du 11 septembre. La ville est en plein chaos. On est loin des photographies glamour de Richard Avedon et des paillettes disco. Vous réalisez durant ce séjour votre première série de portraits de jeunes mannequins new-yorkaises. Par ailleurs, toutes les expositions que vous visitez, l'énergie de la ville, vont nourrir les séries suivantes. Vous rencontrez Pierre Apraxine, conservateur de la collection Gilman. Vous êtes ensuite représenté par la galerie Sycamore Jenkins & Co. à New York. Vous devenez, avant vos 40 ans, une artiste internationale qui expose partout. Les séries des années 2000 sont iconiques. Il y a ces allers-retours vertigineux où vous photographiez des visages et des portraits d'objets. Nous sommes sans cesse surpris de la manière dont un sujet en amène un autre, de ce qui découle de ces évolutions. Bien avant l'attrait généralisé pour le queer et les dragues, vous photographiez des transsexuels au début de leur transformation. De face, sans artifice autre qu'un léger maquillage, comme pour une photo d'identité trouble. Vous faites appel à des modèles, femmes noires, évoquant l'art sculptural africain, ou jeunes femmes blondes, stéréotypées Barbie. Tout est fait pour réifier l'humain, le transformer en chose. Quand en 2003, vous photographiez des mannequins en celluloïd, moulés sur des personnes vivantes, ce sont des objets que vous transformez en créatures.
Vos photographies véhiculent cette inquiétante étrangeté, terme qui traduit mal le Unheimliche allemand ou le Uncanny anglais. L'apogée de cette période est atteinte avec la série des sosies de Michael Jackson, puis celle des masques, monstrueux avec leurs yeux vides. Je voudrais à ce propos citer Clément Chéroux dans le catalogue de votre exposition au Centre Pompidou en 2015. L'inquiétante étrangeté qui est à l'œuvre dans le travail de Valérie Belin ne se loge ni dans l'imagination ni dans la réalité, mais habite le monde des images à l'heure postmoderne. Son lieu de prédilection est le stéréotype. Depuis le début des années 90, Belin n'a en effet cessé d'interroger les clichés du paraître. La société d'hyperconsommation dans laquelle nous vivons s'évertue à nous vendre un désir de changement qui n'est en réalité qu'une mise en conformité avec les canons de la culture occidentale traditionnelle, devenir blanc lorsqu'on est noir, être parfaitement lisse, avoir l'air fort, garder la pose, ressembler à une image de magazine et ainsi de suite. L'ultracapitalisme engendre ce qu'il faut bien appeler une alter-utopie, le fantasme d'être un autre. Une grande part du travail de Valérie Belin est une critique insidieuse de cette illusion marchande. Et la valse des visages continue. Les modèles d'eux, en couleur sur fond noir, dont la position des lèvres juste entr'ouvertes nous fait croire qu'on a affaire encore une fois à des mannequins de vitrine. Suivront les métisses aux lentilles de contact colorées et les magiciens qui regardent dans le vide pendant que leurs mains nous jouent des tours de cartes. En format monumental, presque 4 mètres par 3, voici pour une fois des couples, les ballroom dancers. Vous les faites poser dans une embrassade à distance, codifiée, exactement la même pour tous, qui permet de voir les visages de l'homme et de la femme simultanément. Ce corpus témoigne de l'intérêt que vous portez au simulacre, à la simulation. De cette période, la série que je trouve la plus fascinante est celle du Lido. Vous avez déniché une danseuse capable, à plusieurs jours d'intervalle, de reprendre exactement la même pose, le même sourire, seul le costume varie, et tout cela sans retouche. J'ai passé de longues minutes à scruter la courbe des clavicules, l'alignement des dents, pas certaine de ce que je voyais, la frontière du vivant et du non-vivant étant définitivement brouillée. Les séries d'objets que vous photographiez alors sont aussi ambiguës, comme ces moteurs, dont on ne sait s'ils sont contenants ou contenus, viscères ou mécaniques, ces corbeilles de fruits aux couleurs saturées au point qu'ils ont l'air de cire, et ces paquets de chips où le passage au noir au blanc réduit le packaging pop warholien à une signalétique vernaculaire d'outre-tombe. À partir de 2006, le numérique s'impose. Vous l'adoptez, consciente des possibilités multipliées par 1000, mais consciente aussi que la technologie ne sera plus jamais la même. Les processus d'impression se perfectionnent, vous plébiscitez souvent les nouveaux supports disponibles, à la recherche de la sublimation de vos images. Désormais, la photographie, vous la faites en studio. Vous collaborez avec des maquilleuses, coiffeurs, assistants et modèles. Votre travail acharné porte ses fruits. Vous attirez l'intérêt des plus importantes institutions dédiées à la photographie contemporaine, en Europe et au-delà. Les grands musées américains et français font l'acquisition de vos œuvres. Le Museum of Modern Art de New York, le San Francisco Museum of Modern Art, le Musée national d'art moderne de Paris, le Musée d'art moderne de la ville de Paris, le Palais Galliera. En 2008, une rétrospective de votre travail est coproduite par la MEP, le Musée de l'Élysée et la Fondation Huys Marseille. Elle vient couronner votre milieu de carrière. Et justement, c'est par les couronnes qu'en 2009 surgissent vos premières superpositions. De vos crowned heads, je ne peux m'empêcher de faire le rapprochement avec ma Sissi couronnée, au sourire également décalé que j'ai peinte à la même période, à partir d'un article du journal Libération mal imprimé. Ce premier décalage de l'image, cet effet de bouger, va ouvrir un long chapitre où vous explorez les possibilités de la surimpression.
Pour la série Black Eyed Susan, vous mixez des beautés froides hitchcockiennes avec des fleurs, exhibant ainsi leur féminité cachée, fragile ou vénéneuse, on ne sait pas. À propos de la surimpression, je voudrais citer Quentin Bajac, fidèle supporter à l'origine de la présence de votre œuvre au Centre Pompidou, qui écrit dans « Se détacher de la photographie ». La surimpression fait appel à une multiplicité de points de vue, elle fonctionne sur un trop-plein d'images. Le regard y est saturé par une abondance de signes visuels, parfois contradictoires, qui, se superposant et s'entremêlant, viennent mettre à mal l'espace perspectif traditionnel. Le regard n'arrive jamais vraiment à se fixer, à lire l'image dans la profondeur, à isoler chacune de ses composantes, tant l'objet représenté que la représentation elle-même y perd en réalité. La série Bob est surprenante. Bob est une star du burlesque à la poitrine énorme et au visage angélique. Nous ne sommes pas habitués à ce recours au sexy dans vos photographies, mais ce n'est qu'un appât, car tout se brouille dans les décors d'une Amérique décadente, à l'abandon. La grande époque des studios d'Hollywood est loin et la ville rejoue sa propre mythologie. Et vous, Valérie, vous rejouez la vôtre en 2013 en donnant vie au sosie de Michael Jackson que vous avez photographié 10 ans plus tôt. La performance mise en scène avec le collectif I Could Never Be a Dancer au Centre Pompidou révèle l'envers du décor avec une bande-son abstraite qui se superpose à notre souvenir des hits de l'idole des jeunes. C'est aussi à cette époque que Jérôme de Noirmont, lorsqu'il ferme sa galerie, vous adresse à Nathalie Obadia. Elle vous expose à Bruxelles en 2014 et à Paris en 2016, et vous collaborez encore à ce jour. En 2015, le Centre Pompidou, Musée national d'art moderne, vous consacre une exposition personnelle. Cette même année, vous êtes également lauréate du prix Pictet. C'est un moment décisif dans votre carrière. Le thème du 6e prix Pictet était la surconsommation. Vos still life sont autant de vanités contemporaines. La face déco submergeant des têtes de mannequins inexpressifs. Ce prix vous est remis par Kofi Annan au Musée d'art moderne de la ville de Paris, entouré de ceux qui suivent votre travail depuis les débuts. Le prix Pictet comptant parmi les plus grands honneurs qu'on puisse faire à un photographe. En 2017, vient une série qui me touche particulièrement, et je suppose que vous l'aimez, Valérie, puisque c'est votre avatar sur votre page Instagram. Il s'agit de Painted Ladies. Les modèles ont été maquillés à grands coups de pinceau. On ne sait plus où l'on est. Photos, peintures, croûte amateur, magazine de mode. Le noir et blanc nous renvoie aussi bien à ces reproductions de tableaux des vieux livres d'art qu'au cinéma expressionniste. Vous interrogez toujours la permanence des images dans la carte blanche Reflection UK que vous a donné le Victoria and Albert Museum de Londres pour votre exposition personnelle en 2019. Les images capturées apparaissent comme projetées sur la surface photosensible d'un écran, mais au lieu de disparaître pour être immédiatement remplacées par d'autres, comme au cinéma, elles viennent s'y accumuler de manière rémanente. De nouvelles séries ont suivi, où vous interrogez de manière subtile le statut de la femme contemporaine, désormais affranchie, mais est-ce vraiment le cas? Peut-être que devenir une femme-objet, après tout, représente, via la chirurgie esthétique, les logiciels de retouche et l'intelligence artificielle, un objectif rassurant pour les femmes d'aujourd'hui. La femme cliché, toujours jeune et belle.
En 2023, Rima Abdul-Malak vous fait commandeur de l'Ordre des Arts et des Lettres et votre élection à l'Académie des Beaux-Arts le 24 janvier 2024 vient compléter votre reconnaissance bien méritée. Mais vous n'allez pas vous arrêter là. Vos dernières photographies témoignent d'une sensibilité visionnaire face au flux des images, au vertige de l'IA et à cette ère numérique qui nous façonne. J'ai très hâte de voir la suite. Pour le moment, c'est aux franciscaines à Deauville qu'on peut admirer vos œuvres. Un petit bol d'air s'impose, n'est-ce pas? Chère Valérie, je suis comme vous une nouvelle recrue sous la coupole. Nous étions pareillement intimidés les premiers temps dans ces murs. Et nous nous sommes promis, telles deux collégiennes arrivant dans un nouveau lycée, de rester solidaires. Nos classes à l'Académie des Beaux-Arts vont être longues, puisque c'est pour toute la vie. Votre engagement, votre œuvre, votre intelligence et votre délicatesse vous ont conduit ici. Je me joins à mes consoeurs et mes confrères pour vous souhaiter chaleureusement la bienvenue parmi nous. Ça va être super. Merci, chère consoeur. Mesdames, Messieurs, chère Valérie, les statuts et les usages de notre compagnie prévoient que la première intervention d'un nouveau membre, sous cette coupole, soit pour elle, ou pour lui, l'occasion de rendre hommage à celle ou à celui qui l'a précédé dans cette académie. Vous avez néanmoins été élu sur l'un des 2 nouveaux fauteuils créés dans cette section en 2022. Vous n'avez donc pas de prédécesseur sur ce fauteuil. Mais, en accord avec les membres du bureau de notre académie, vous avez donc choisi de rendre hommage au photographe Eugène Adjet, dont nous commémorerons en 2027 le centenaire de la mort. Chère Valérie, vous avez donc maintenant la parole. Chère Nina Childrest, merci beaucoup pour le discours bienveillant que vous venez de prononcer. Et merci pour cette rencontre qui nous a permis de découvrir des affinités dans notre travail et dans nos expériences. Monsieur le Président, Monsieur le Vice-président, Monsieur le Secrétaire perpétuel, chères consoeurs, chers confrères, je vous exprime ma gratitude pour l'honneur que vous me faites de m'accueillir aujourd'hui. Mesdames, Messieurs, chers amis, chères familles, comme vous l'avez souligné, ayant été élu au fauteuil numéro 6, nouvellement créé, je n'ai pas de prédécesseur. Je me suis donc mise en quête d'une personnalité à laquelle j'aurais été fière d'être associée, et cette figure, je l'ai trouvée en la personne d'Eugène Adjet. Au-delà d'un choix personnel, ce choix a valeur de manifeste car l'œuvre d'Adjet est à l'origine de la photographie moderne et inaugure une certaine histoire du médium. C'est cette histoire que j'aimerais évoquer aujourd'hui devant vous à travers le récit de sa vie et de son œuvre. De la vie d'Eugène Adjet, on connaît finalement peu de choses. C'est par ces mots que commence bien souvent sa biographie. Il s'agit là d'un premier paradoxe. Alors que son œuvre était déjà largement connue dans les années 1930, on ne connaissait ni les dates ni les lieux de sa naissance et de sa mort. Il faudra attendre le début des années 1960 pour que ces informations soient enfin connues grâce au travail d'investigation de Jean Leroy, qui sera son premier biographe. Adjet naît le 12 février 1857 à Libourne. Son père et son grand-père étaient selliers carrossiers. Peu de temps après sa naissance, ses parents s'installent à Bordeaux et le père devient voyageur de commerce.
Son père meurt alors qu'il a 5 ans et sa mère décède le jour de son 10e anniversaire. Il est pris en charge par ses grands-parents maternels qui habitent le quartier de la Bastide, à Bordeaux, un quartier industriel et populaire. La première passion du jeune Adjay n'est pas pour la photographie, mais pour le théâtre. En octobre 1878, à l'âge de 21 ans, il tente le concours du conservatoire. Il attend la fin de son service militaire pour commencer une carrière d'artiste dramatique. Sa catégorie d'emploi sera principalement celle de 3e rôle, qui définit des personnages de traîtres ou de méchants. Il jouera dans de nombreux théâtres, d'abord à Paris, puis de manière itinérante dans plusieurs villes de province. Le 4 octobre 1897, au théâtre de Chaumont dans la Haute-Marne, il joue par exemple le rôle du maître d'école dans une interprétation des Mystères de Paris de Gensu. Ce sera probablement l'une de ses dernières apparitions au théâtre. Le monde d'Adjay est donc d'abord et avant tout celui du théâtre. Dès les débuts de sa carrière, il se lie d'amitié avec André Calmette, acteur et réalisateur à succès, futur directeur du théâtre de Strasbourg. Vers 1886, il rencontre à Paris Valentine de la Fosse, fille et petite-fille d'artistes dramatiques. Elle sera sa compagne durant près de 40 ans, jusqu'à sa mort en 1926. Avec André Calmette, Adjay fréquente des artistes. On lui connaît un goût pour la peinture et le dessin. En 1882, il crée l'éphémère revue Le Flâneur, dans laquelle il publie quelques-uns de ses dessins. Adjay pratique la photographie en complément de son activité théâtrale. Au début, peut-être comme simple amateur. Assez rapidement, il envisage d'en tirer quelques revenus. En février 1892, il fait paraître une annonce dans la Revue des Beaux-Arts et propose de réaliser des documents pour artistes. Adjay semble alors envisager la photographie non pas comme un art à part entière, mais comme un moyen de produire des documents pouvant être à l'occasion utiles aux artistes. Il utilise à cette époque un tampon document artistique pour signer ses photographies. Cette expression document artistique mérite sans doute une explication. Que pouvait donc être un document artistique selon Adjay ? La réponse à cette question est, je crois, assez simple. Un document artistique est un document qui reproduit quelque chose de déjà artistique. Pour Adjay, ce sont donc les qualités du sujet qui confèrent à la photographie son caractère artistique. La qualité de l'image étant en quelque sorte identique à celle du sujet, comme par simple transfert. En 1897, son activité de photographe va prendre une nouvelle ampleur alors qu'il renonce à sa carrière d'acteur. Il est alors âgé de 40 ans. Cette année est celle de la création de la Commission du Vieux Paris, qui a notamment pour mission de conserver les divers aspects de la ville à l'aide de la photographie. La création de cette commission correspond à une sensibilité de l'époque qui se manifeste à la suite des travaux d'Haussmann et qui préfigure les inquiétudes suscitées par la construction du métro parisien. Le Vieux Paris va disparaître, il est urgent de le photographier pour au moins s'en souvenir. Même si Adjay ne travaillera jamais directement pour cette commission, elle sera très certainement pour lui une ligne directrice. Il se lance alors dans une entreprise de documentation systématique de tous les aspects de Paris. Ce travail s'étend sur une quinzaine d'années, jusqu'à la veille de la Première Guerre mondiale. Selon ses propres mots, son travail comprend principalement 2 parties, l'art dans le Vieux Paris et Paris pittoresque. L'art dans le Vieux Paris comprend les hôtels particuliers, les maisons historiques ou curieuses, les façades, les portes, les heurtoirs de portes, les cours, les escaliers, les rampes d'escalier, les intérieurs, les boiseries, les motifs décoratifs, les fontaines, tout ce qui constitue en quelque sorte le décor de Paris. Dans ce qu'il appelle le côté pittoresque, il s'intéresse à la vie
et aux activités dans la ville. Il photographie les petits métiers, les chiffonniers, mais aussi et surtout les accessoires, les ustensiles et les signes de ces activités. Voitures à traction animale, kiosques, boutiques, enseignes, publicités, affiches, devantures, étalage de marchandises, vitrines, décors de fêtes foraines. Il y inclut aussi les vieilles rues et les vieux coins. D'une certaine manière, il adopte le point de vue du flâneur et tout ce qui est vieux et de surcroît voué à disparaître trouve grâce à ses yeux. Il est parfois difficile de classer les photographies d'Adjei dans l'une ou l'autre de ces catégories. Adjei est aussi le photographe des lieux sans qualité particulière. Et il revient souvent à plusieurs reprises sur ces lieux, comme si le sujet importait peu et qu'il était tout simplement à la recherche d'une meilleure photographie. À la différence d'autres photographes qui, à la même époque, pratiquent une photographie plus appliquée ou plus professionnelle, la photographie d'Adjei se distingue par sa spontanéité. On pourrait presque dire qu'elle est l'expression directe de sa personnalité. Ces cadrages ne suivent pas seulement la logique du sujet, mais semblent naître avant tout de sa propre façon de regarder. La photographie d'Adjei s'affirme comme un art du regard, où l'expression individuelle prévaut sur toute convention technique ou thématique. Dans ces photographies, les rues de Paris sont souvent désertes, comme vidées de toute présence humaine. Lorsque l'humain est présent, il l'est de façon abstraite ou allusive. Les personnages sont flous ou immobiles, jamais mis en scène ni individualisés. L'humain est donc suggéré plutôt que montré. Il est partout en creux et cela contribue à faire de lui la trace d'un passage, comme si la ville était avant tout habitée par le temps. Rappelons que les motivations d'Adjei reposent sur la conscience d'une disparition imminente de pans entiers de Paris. Une ville entrée dans une dynamique de transformation permanente, de temporalité fugace, d'où la stabilité de l'ancien monde s'est peu à peu évaporée. Par son travail, Eugène Adjei est devenu le photographe de Paris, mais il est aussi considéré comme le père de la photographie moderne. La photographie d'Adjei est moderne avant tout parce qu'elle se distingue radicalement de la photographie pictorialiste qui domine à l'époque. Contrairement à cette tendance, Adjei propose une photographie dépouillée de tout artifice esthétique. Cette singularité fait de son travail une nouveauté, particulièrement en phase avec les aspirations au changement qui marquent l'après-guerre. Cette modernité est aussi paradoxale, car Adjei, par le choix de ses sujets, est un photographe entièrement tourné vers le passé. Sa modernité n'est donc pas à chercher dans le sujet, mais dans la forme, dans ce que certains ont appelé clarté, et que je qualifierais plutôt de transparence, au sens où rien ne vient s'interposer entre le sujet photographié et l'observateur. Cette transparence va de pair avec une impression de proximité avec les choses photographiées, comme si on pouvait les atteindre ou être nous-mêmes présents dans la scène que l'on regarde. Durant la période de la guerre, Adjei cesse pratiquement de photographier. Il se consacre au classement et à la préservation de ses photographies. À l'âge de 63 ans, inquiet de la postérité de son travail, il prend contact avec les services de l'État en vue d'une acquisition d'une partie de son fonds. Au travers de ces lettres, on comprend qu'il a parfaitement conscience de la valeur de son œuvre, qu'il qualifie d'énormes collections artistiques et documentaires, et qu'il la considère comme terminée. À partir de ce moment, se sentant probablement libéré, sa photographie va changer. Il privilégie désormais les quais de Seine, la lumière, l'atmosphère, la brume du matin. Dans ses légendes, il donne des indications sur le moment de la journée, parfois même sur l'heure. De cette période, ses photographies les plus connues sont celles des jardins de Versailles, de Sceaux et de Saint-Cloud. Adjei est aussi connu pour être le photographe des arbres. Ils apparaissent parfois dans ses photographies comme de véritables personnages, voire comme des fantômes. L'arbre était très certainement pour lui comme un alter ego,
et un symbole de résilience. Je pense notamment à ses photographies de la place Saint-Sulpice ou de la place du Tertre. Il y a aussi cette photographie énigmatique d'un tronc d'arbre intitulé « Parc de Sceaux, mars 1925, 7 heures du matin ». Il en émane une impression singulière, comme si devant cet arbre, Adjei se retrouvait soudainement face à lui-même. Vers la fin de sa vie, Adjei se trouve associé au mouvement surréaliste, probablement parce que ses photographies, réalisées sans mise en scène, ressemblent à des coïncidences visuelles et qu'elles évoquent en cela l'étrangeté du quotidien. Par exemple, cette photographie d'un marchand d'abat-jour travaillant à ciel ouvert et en plein jour entre-t-elle en résonance avec l'absurde tant recherché par les surréalistes. De la même manière que ces clichés d'étalage, de mannequins ou de vitrines qui transforment les objets ordinaires en apparitions quasi spectrales. En 1922, Man Ray s'installe rue Campagne 1er et devient alors le voisin d'Adjei, dont il découvre le travail. Il lui rend visite de temps en temps et lui achète des photographies qu'il réunit dans un album. Il trouvait en elles, selon ses propres mots, quelque chose de dadaïste ou de surréaliste. Il finira par en publier 4 dans la revue La Révolution surréaliste en 1926. Adjei était-il pour autant un photographe surréaliste? Assurément non. Man Ray s'empressait d'ailleurs de préciser qu'Adjei était un homme simple. Comprenez par là qu'un homme simple ne peut être un artiste. Aussi, sans doute n'était-ce pas tant les photographies d'Adjei qui semblaient surréalistes que le Paris de cette époque. J'en arrive maintenant à l'évocation de la seconde vie d'Adjei, qui va commencer quelques mois après sa mort, le 4 août 1927 à Paris. Bérénice Abbott est une jeune artiste américaine qui fait la connaissance de Marcel Duchamp et de Man Ray à New York. À l'âge de 22 ans, elle se rend à Paris pour étudier la sculpture. Elle devient rapidement l'assistante de Man Ray. C'est dans son atelier, en 1925, qu'elle découvre à son tour les photographies d'Adjei. Dès lors, comme Man Ray, elle lui rendra plusieurs fois visite et lui achètera des photographies. Elle fera aussi la publicité de son travail auprès de ses amis américains. Très rapidement, Bérénice Abbott devient une photographe portraitiste réputée. En 1926, elle ouvre un studio rue du Bac. En 1927, elle réalise le portrait d'Adjei, 2 photographies parmi les 3 seulement qu'on connaît de lui. Adjei meurt la même année avant qu'elle ait eu le temps de lui montrer les photographies. Choquée, elle part à la recherche d'André Calmette, devenu l'exécuteur testamentaire d'Adjei. Avec l'aide de Julien Lévy, jeune américain, futur galeriste à New York, elle parvient à acquérir ce qui reste du fonds Adjei, soit près de 1800 plaques négatives et plusieurs milliers de tirages regroupés dans des albums. La même année, à l'occasion du premier salon indépendant de la photographie moderne, baptisé le Salon de l'Escalier et organisé à la Comédie des Champs-Élysées, elle expose son propre travail et présente également des photographies d'Adjei. En 1929, 8 ans après son arrivée à Paris, Bérénice Abbott, munie des épreuves et négatives d'Adjei, embarque pour les États-Unis et s'installe à New York. Dès lors, elle ne cessera d'assurer la promotion du travail d'Adjei, d'abord en Allemagne, puis aux États-Unis. Dans un premier temps, la photographie d'Adjei va donc être associée à la nouvelle photographie allemande et au mouvement artistique d'avant-garde Nouvelle Objectivité et Nouvelle Vision. En 1929, ces photographies sont montrées dans 2 expositions importantes, Photographie d'aujourd'hui au Wolfgang Museum à Essen et la fameuse Film und Foto à Stuttgart. Dans ces expositions, Adjei est présenté comme un précurseur et apparaît comme la caution historique d'une nouvelle vision photographique. Adjei devient alors la source d'inspiration d'une nouvelle génération de photographes, au premier rang desquels Bérénice Abbott elle-même, avec son grand projet artistique et documentaire Changing New York,
mais aussi et surtout Walker Evans, figure majeure de la photographie américaine, à l'origine de ce qui sera nommé le style documentaire. C'est ainsi que cette photographie sans style, qualité première de la photographie d'Adjei, va devenir un style artistique à part entière. Et c'est ainsi qu'Adjei va devenir, en quelque sorte, le plus grand des photographes américains. La consécration va finalement arriver dans les années 1980. Le célèbre MoMA, Musée d'art moderne de New York, acquiert le fonds Abbott-Lévy en 1968. Après une première rétrospective, le MoMA s'engage, durant 15 ans, dans une vaste entreprise de conservation, d'études et de valorisation du travail d'Adjei. Le point d'orgue en sera la publication d'un ouvrage majeur, en 4 volumes, intitulé tout simplement « The Work of Adjei ». Il s'agit d'une opération sans précédent pour un photographe de la part d'un musée d'art. À l'issue de cette consécration, viendra finalement le temps de la critique, non pas tant du travail d'Adjei, mais de la critique elle-même. C'est ainsi qu'après avoir fait d'Adjei un artiste, certaines voix vont s'élever pour le renvoyer à son statut de simple producteur de documents. Il semble que le fondement de la critique repose sur cette seule question: Adjei est-il un artiste, oui ou non? On trouvera une réponse pertinente à cette question dans ce que Olivier Lugon écrit en 2007 dans le catalogue de l'exposition Adjei à la Bibliothèque nationale de France. Adjei n'a jamais été un artiste et il est un artiste. Et dans ce mouvement même, il a contribué, comme peu d'autres, à modifier ce que recouvre ce mot. C'est ainsi qu'Adjei, de même que Marcel Duchamp pour l'art à la même époque, est à l'origine d'un nouveau paradigme dans le domaine de la photographie. Si je rends hommage à Adjei aujourd'hui, c'est avant tout en raison de l'intérêt que son œuvre présente, car il faut bien admettre qu'à force d'obstination, Adjei a finalement constitué ce qu'on appelle communément une œuvre. Une œuvre importante en raison de sa qualité artistique et documentaire, comme il le disait lui-même, mais aussi en raison de sa qualité plastique, aujourd'hui unanimement reconnue. Une œuvre importante également sur le plan matériel. On estime à 8000 le nombre de ses photographies originales et à 30 000 le nombre de ses épreuves. Une œuvre qui semble inépuisable. Toute nouvelle exposition est pour le conservateur comme pour le public une occasion de redécouverte. Prenez un livre de photographie d'Adjei, ouvrez à nouveau ce livre un mois plus tard et vous découvrirez des choses nouvelles que vous n'aviez pas remarquées. Je terminerai cet hommage par un extrait du texte de Pierre Mac Orlan qui figure en introduction d'Adjei photographe de Paris, un texte que je trouve particulièrement juste et émouvant. Le vieux poète de la rue, mort il n'y a pas longtemps, devait à Bérénice Abbott de ne point sombrer dans l'éperpillement de son œuvre aux innombrables épreuves anonymes. La jeune artiste américaine a pu réunir le meilleur de ce qui constitue la personnalité d'Adjei. Ceux qui achèteront ce livre la posséderont à leur guise. Ils pourront regarder longuement ces images si émouvantes. Il faut les regarder longuement, patiemment, afin de comprendre le secret de ces pierres et de ces arbres. La puissance de l'épreuve photographique réside dans ce fait qu'on peut la regarder plus longuement qu'il n'est d'usage pour une peinture, pour un dessin. Le Paris d'Adjei n'est plus pour beaucoup parmi nous qu'un souvenir d'une délicatesse déjà mystérieuse. Il vaut tous les livres écrits sur le sujet, il permettra sans doute d'en écrire d'autres. Merci pour votre attention.
Chère Valérie Belin, bravo. Soyez la bienvenue dans notre académie, chère consoeur. Soyez la bienvenue dans notre compagnie. Merci pour le bel hommage que vous venez de rendre à Eugène Adjet. Merci à vous, mesdames et messieurs, d'avoir bien voulu assister à cette séance d'installation et d'avoir ainsi entouré de votre amitié notre nouvelle consoeur. Dans un instant, votre épée d'académicienne vous sera remis ici même au cours d'une cérémonie moins protocolaire. Cette séance d'installation va donc s'achever. Mais je vous demande donc, chers amis, de bien vouloir conserver votre place, même si je déclare officiellement que cette séance d'installation est levée. Vous voyez, vous êtes dans tous les paradoxes de l'Académie des Beaux-Arts. La séance est levée, mais vous êtes assis. Et c'est très bien comme ça. Alors, chère Valérie, vous avez choisi Monsieur Pierre Hennereau de la Maison Cartier pour vous remettre votre épée d'académicienne. Je dois dire que, heureusement que l'épée est, je crois, sublime, parce que pour concurrencer la beauté de votre habit d'académicienne qui a fasciné à juste titre tous nos consoeurs et confrères, il y a eu beaucoup d'émotions là, je dois vous dire, quand elle est arrivée, il fallait le faire. Alors, cher Monsieur Hennereau, je vous prie donc de bien vouloir rejoindre Valérie à la tribune et je vous laisse la parole. Mesdames, Messieurs, chère Valérie Belin, quel honneur, quelle fierté et bien sûr quelle émotion que d'être ici, devant vous aujourd'hui, sous cette illustre coupole, bien sûr, pour honorer Valérie Belin et lui remettre son épée d'académicienne. Ces sentiments étaient déjà là, au premier instant où Valérie nous a choisis, nous, la Maison Cartier, pour l'accompagner dans cette création. Pour le joaillier orfèvre, né en 1847, une décennie après la photographie, et on sait combien celle-ci est structurante dans notre maison, notre processus de documentation, il s'agit d'un défi singulier. Certes, cette nouvelle épée d'académicien est la 29e réalisée par la maison depuis la toute première, en 1931, destinée au duc Armand de Gramont, et la première pour une académicienne. Parmi toutes ces épées remarquables, de celles de François Mauriac à celles de Joseph Kessel ou encore de André Mauroy et Louis Poels, une a particulièrement retenu ton attention, chère Valérie, celle de Jean Cocteau, créée en 1955. Pour mémoire, la naissance de cet objet fut tout d'abord compliquée. Cocteau avait demandé à Picasso d'en réaliser le dessin. Ce dernier, avec une malice qui pouvait parfois se teinter de malignité envers le poète, s'est probablement et proprement moqué de lui et lui a proposé des esquisses certes drôles, mais surtout extrêmement irrévérencieuses. Aussi Jean Cocteau, probablement dépité, se chargea-t-il lui-même du dessin de son épée, en complicité, avec la complicité de Cartier, maison amie de longue date. Fort de ce parcours de près d'un siècle au service de cette tradition, je dirais, académique, on pouvait imaginer les équipes habituées à l'exercice de cette conception et de cette réalisation. D'autant plus qu'un joaillier a la pratique quotidienne de la commande, tout au service de ses clients. Or, il n'en est rien. Nous sommes ici, en effet, au cœur d'une aventure toujours recommencée. Notre rôle est celui d'un maître d'œuvre, ou mieux encore d'un chef d'orchestre, dont la partition serait écrite à plusieurs mains, dont les siennes. Habituellement, nos inspirations sont librement choisies, comme autant de prétextes à explorer de nouveaux champs de forme, à pousser les limites des possibles et étendre la perception du beau. En cela, nous avons un point de vue, d'autres diront un parti pris. Au final, nous préférons parler de style. Cependant, les aspects esthétiques en matière de joaillerie, de haute joaillerie, sont indissociables du faire, du très bien faire. L'artisanat, la maîtrise des métiers, comme des matériaux, participent de façon consubstantielle à l'émotion ressentie devant le bel objet. Nous revendiquons avec fierté l'œuvre collective, née d'une association de talents, rassemblés autour d'une culture commune, nourrie de passion et d'exigence au service d'une même vision. Chère Valérie, je sais que ta confiance initiale reposait déjà sur ces bribes de réputation. Par ailleurs, tant la Fondation Cartier pour l'art contemporain que la Maison Cartier avaient eu, au préalable, par le biais de commandes, établi une relation de familiarité entre nous, y compris depuis plusieurs années à titre personnel. En revanche,
le parcours à entreprendre, ensemble, restait un mystère. De fait, nous l'avons construit, certes ensemble, sans a priori, oserais-je dire par tâtonnement, animé des deux côtés par la bienveillance, par une curiosité mutuelle et surtout avec l'objectif de créer ce bel objet qui non seulement nous rendrait fiers, mais aussi pour ta part, dans lequel tu te reconnaîtrais pleinement, malgré bien sûr la singularité de l'exercice imposé. Et quel exercice en effet! Pour toi, celui de l'introspection, afin de déterminer dans ton œuvre, dans ton approche artistique, les éléments sinon les plus importants, les plus signifiants, qui pourraient trouver une illustration dans la matière et dans la forme de l'épée. D'emblée, ensemble, nous écartâmes toute idée de transcription littérale. Ainsi, par exemple, oublier les allusions à l'œil ou à l'objectif de l'appareil photographique. Pour moi, aller aussi plus loin est aussi une manière de dire que ton travail ne peut se réduire à la seule photographie. Valérie Belin est avant tout une artiste plasticienne pour laquelle les techniques sont un terrain de jeu ouvert et les choix libres. Par ailleurs, très vite, le principe de l'ellipse s'est imposé. Si l'épée de Valérie Belin se devait d'être une création aux messages multiples, elle ne pouvait, elle ne devait pas tout dire. À l'immortalité, clame le sceau donné à l'Académie française par son fondateur, le cardinal de Richelieu. Une devise à laquelle fait écho l'œuvre de Valérie Belin, The Girl Who Never Died. Figure féminine évanouie dans une accumulation d'images pop et de phrases tirées de comics américains, à la fois vedette et prisonnière de son propre poster. Révélée 1 an avant d'être élue à l'Académie des Beaux-Arts, cette photographie au titre presque divinatoire t'inspirera finalement le thème de ta propre épée d'académicienne, habillée d'un jeu de formes et de typographie évoquant les enseignes lumineuses de l'Americana des années 50. En résonance avec ton travail de collage et ton questionnement de la représentation, la composition joue d'un assemblage de motifs graphiques et symboliques, sublimés par la richesse des matières et de l'art de faire du joaillier. Étoile pavée de diamants et surlignée de lac noir qui se détache pour se border en broche, perles de culture en ponctuation tout du long de la garde en forme de flèche, nacre blanche afin de mieux faire ressortir certaines des lettres, métal gaudronné pour les effets de relief et de brillance. Au fil de l'avancée du processus créatif, le projet s'est affiné. Tu as été intéressé par l'idée d'une lame en acier damassé, dont la réalisation a été confiée à un forgeron maître d'art, Jean-Louis Hurlin. Avec le feu, l'acier se métamorphose en une centaine de couches qui composent la lame damassée et laissent apparaître les dessins gravés, rappel des surimpressions de tes œuvres. La lame se termine par une boule pour souligner son caractère inoffensif selon ta volonté. Nous sommes ici dans la grande tradition de l'épée d'académicien et dans l'art du symbole transfiguré pour un objet qui n'a rien d'accessoire. Chère Valérie, merci pour cette opportunité, cette aventure, ce parcours avec l'artiste hors du commun et la belle personne que tu es. Merci pour ta confiance et aujourd'hui, cette fierté partagée. Merci. Ma chère Valérie, tu sais, Jean Gomy est président cette année, il faut que tu le laisses faire la photo, sans quoi... Eh bien, magnifique réussite. Mesdames et messieurs, cher Pierre Rennero, vraiment, je vous remercie beaucoup pour ces très gentils propos, malgré le fait que vous étiez mal parti, parce que vous avez cité
très bien, d'accord, les épées Mauriac, Kessel, Mauroy, Powell, Cocteau. Enfin, vous voulez faire plaisir au chancelier, quoi, c'est l'Académie française. Mais je tiens quand même à vous rappeler qu'au musée Marmottan-Monet, il y a une salle qui est dédiée à une collection d'épées extraordinaire. Celle du mime Marceau est fantastique, celle de Jean Lursac, nous venons de récupérer, celle de Zaouki, car enfin, il y en a plein. C'est bien aussi l'Académie française, hein, faites attention, parce que voilà. Hein. Voilà, alors vraiment, on vous remercie beaucoup d'avoir voulu entourer Valérie, qui en plus, vous voyez, a une qualité absolument extraordinaire, c'est aussi sa modestie et sa retenue. Tu es certain que tu veux pas dire un petit mot de remerciement encore à tout le monde? Voilà, eh ben, je le dis pour elle, elle est évidemment très émue, et je dois vous dire également une chose importante, comme vous le voyez, il y a toujours un décalage entre l'élection, on attend d'avoir le décret de notre cher président, et puis ensuite le moment où vraiment il y a la réception sous la coupole, il y a souvent 1 an et demi, 2 ans, Préjocal a même réussi à faire 6 ans, lui, mais pendant ces périodes, eh bien, on travaille déjà. Et je dois avouer que Valérie a pris à pleines dents son travail, et elle est un membre absolument essentiel de cette section si dynamique de photographie, et donc je la remercie infiniment. Alors évidemment, je veux remercier l'ensemble des agents de l'Académie des Beaux-Arts, bien sûr, mais aussi ceux des services de l'Institut qui ont contribué au bon déroulement de cette séance. Je n'oublie évidemment pas le détachement de la garde républicaine qui vous rendra d'ailleurs les honneurs à la sortie de cette coupole. Je rappelle à mes consoeurs et confrères que notre prochaine séance de travail est fixée au mercredi 11 février à 15h dans la grande salle des séances, et que d'ailleurs c'est une journée très importante car nous aurons une élection pour essayer d'élire un ou une nouveau membre de la section de peinture. Une réception maintenant va être donnée dans les salons du Palais. Mesdames et messieurs, je vous demande simplement de bien vouloir garder encore un petit instant votre place, de manière à ce que notre nouvelle consoeur et l'ensemble des membres de l'Institut puissent quitter cette coupole. Il s'agit simplement, uniquement de faciliter le travail des photographes. C'est bien le minimum que vous puissiez faire. Je vous remercie beaucoup.